J'ai financé la totalité des études de droit de la sœur de ma femme. Lors de sa fête de remise de diplôme, elle a remercié ses parents de m'avoir donné la liberté de réussir. Contrairement à ma sœur, prisonnière d'une vie sans espoir avec son mari pauvre. J'ai simplement souri. Elle ignorait totalement que les frais de scolarité étaient à elle seule. Et elle venait d'activer la clause de défaut. Debout près du bar ouvert, l'air frais de la nuit me caressait la nuque tandis que je portais mon verre à mes lèvres et laissais l'amertume du whisky dilué se poser sur ma langue. Des lanternes se balançaient au vent, projetant une douce lueur dorée sur la pelouse impeccable. Les photographes s'activaient, leurs flashs vacillant comme des lucioles lointaines, illuminant la marée de visages rassemblés pour célébrer la remise de diplôme de Rena. Des invités en tenue de cocktail flottaient à travers les lumières scintillantes, leur rire se mêlant au brouhaha des conversations. Pourtant, sous cette atmosphère festive, une attention particulière m'habitait. Une attente silencieuse, le sentiment que le toast de ce soir résonnerait bien au-delà des banalités habituelles. Elle se tenait au micro, vêtue de sa toge noire, radieuse et posée. Réa, la sœur cadette de Mira, avait toujours respiré une assurance qui confinait à l'arrogance. Le bas de sa toge effleurait l'estrade en bois et ses talons claquaient brusquement lorsqu'elle se déplaçait. J'observais la façon dont ses lèvres se courbaient en un sourire d'essai, l'inclinaison assurée de son menton. Je tiens à remercier nos parents, commença-t-elle, la voix tremblante juste assez pour suggérer une certaine vulnérabilité. De m'avoir donné la liberté de réussir. Une salve d'applaudissements s'éleva de la foule. Les flûtes de champagne se levèrent et un concert d'acclamations résonna contre les murs du jardin. Je levai mon verre en guise de salut, veillant à garder une expression neutre. Elle marqua une pause, laissant les applaudissements se transformer en murmures d'approbation. Vous m'avez donné les outils pour réaliser mes rêves, poursuivit-elle en jetant un coup d'œil à nos parents, assis au premier rang. Vous avez cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. Une nouvelle salve d'applaudissements éclata, et je vis la poitrine de Mira se soulever et s'affaisser avec un soupir de fierté. Mais Réa n'avait pas fini. Son regard se déplaçait comme pour guetter le moment idéal pour porter le coup de grâce. Un frisson me parcourut l'échine lorsqu'elle se pencha en avant, les yeux rivés sur les miens avec une clarté délibérée. Contrairement à ma sœur, dit-elle d'une voix douce comme de la soie, mais aussi tranchante que du verre, qui avait choisi une vie sans espoir avec son mari ruiné. Les mots tranchèrent le brouhaha convivial comme un rasoir. La conversation s'interrompit au milieu d'une phrase. Les vers s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Un halètement collectif parcourut l'assistance, suivi de rires étouffés. Ma femme se figea à côté de moi, la main tremblante en serrant son propre verre. Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si le sol avait dérapé sous ses pieds. Je ne bougeais pas. Je me contentais de sourire, une courbe lente et maîtrisée de mes lèvres qui exprimait une calme résolution plutôt qu'une offense. Dans cet instant de tension, j'ai goûté au triomphe et à la justification à parts égales. Le monde autour de nous semblait se contracter, attirant toute l'attention sur la trahison publique de Rena et sur mon choix de rester imperturbable. J'étais déjà passé par là dans des circonstances bien moins dramatiques, orchestrant des résultats invisibles aux yeux des spectateurs. Ce soir, la scène lui appartenait. Elle était loin de se douter que chaque pas qu'elle avait fait vers les projecteurs l'avait fait sur un sol que j'avais méticuleusement préparé. Le sourire de Réa s'est estompé tandis qu'elle absorbait l'impact de ses mots. Son assurance a vacillé juste assez pour que je puisse entrevoir une lueur de panique dans ses yeux. Elle avait supposé qu'elle s'imaginait que son travail me frapperait comme un coup de poing et me déstabiliserait. Elle ignorait que pendant des années, j'avais géré les détails de sa réussite en coulisses, comptabilisant chaque centime de ses frais de scolarité et de subsistance comme un prêt officiel avec intérêt et pénalité. Elle pensait que la famille était synonyme de soutien inconditionnel. Je savais que la famille pouvait exercer précision et pouvoir sous couvert de générosité. Les applaudissements autour de nous devinrent maladroits, hésitants, polis, mais inquiets. Les invités échangèrent des regards perplexes tandis que les serveurs s'attardaient, offrant des plateaux de dessert que personne n'osait prendre. Un violoniste au loin joua une corde qui s'attarda plus longtemps que d'habitude, soulignant le silence soudain. Je baissai mon verre, les glaçons tintant doucement, et le posai sur le bord du bar en acajou poli. Mes gestes étaient délibérés, sans précipitation, témoignant du contrôle que je refusais de perdre. Réa jeta un coup d'œil à ses notes de discours, les doigts tremblants. Pour la première fois, elle semblait sereine. Aucune hésitation dans sa voix. Aucune attente d'acclamation. Je fis un demi-pas en avant, suffisamment pour attirer l'attention de Mira sans envahir la scène.
Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour poser une question ou m'interpeller, mais elle resta silencieuse. Je soutins son regard et acquiesçai imperceptiblement. Elle laissa échapper un léger soupir, peut-être de soulagement ou de résignation. Je ne savais pas lequel. Sous les couches de douleur, je percevais de la fierté dans cet échange silencieux. De la fierté dans sa volonté de rester à mes côtés, même méprisée, plutôt que de s'accrocher à sa sœur. Réa s'éclaircit la gorge et tenta de poursuivre, mais ses mots suivants se perdirent dans le changement d'humeur. L'instant était passé. Les boissons étaient vidées. Quelques invités s'embarrassèrent en riant là où ils auraient dû halter. Les photos reprirent, mais les sourires étaient plus crispés, les rires cassants. Mon cœur battait fort, non pas de colère, mais de lucidité. Elle avait déclenché la clause de défaut cachée dans le contrat qu'elle avait signé des années auparavant, en larmes et désespérée. Cette clause stipulait que toute diffamation publique envers le prêteur, moi, rendrait le prêt immédiatement exigible avec intérêt. Je laissai un second sourire illuminer mon visage. Plus doux cette fois, destiné uniquement à Mera. Elle se pencha vers moi et je passai mon bras autour de ses épaules, l'attirant dans une étreinte protectrice. Elle pressa sa joue contre ma poitrine, son souffle chaud et tremblant contre mon t-shirt. « Ça va ?» Je murmurai, même si je connaissais déjà la réponse. Elle se recula légèrement, les yeux brillants, sa vulnérabilité mêlée à une loyauté farouche. « Merci, murmura-t-elle. La fête reprit son rythme habituel, inconsciente du courant de ruine déjà en marche. Des rires se firent à nouveau entendre. Des notes de musique flottèrent sur la pelouse, et le ciel nocturne s'étendait au-dessus de nos têtes, constellé d'étoiles qui ignoraient tout de notre vie privée. Je serrai la main de Mira et serrai les dents. Ce toast avait brisé tout ce que nous pensions savoir, pour tous sauf pour nous. Car le pouvoir, le vrai pouvoir, ne s'annonce pas en fanfare. Il réside dans la connaissance silencieuse des contrats, dans la patience de laisser les autres s'exprimer jusqu'à ce qu'ils dévoilent leur jeu. Réa croyait tenir le micro. En réalité, elle ne fit que raconter les termes de sa propre chute, ignorant que j'en avais rédigé les détails. Et tandis que je guidais Mera de la lueur des lumières du patio jusqu'au sanctuaire de la maison, j'emportais avec moi cette promesse tacite. Dès qu'elle réaliserait ce qu'elle avait fait, son monde se réorganiserait selon mes conditions. La scène lui appartenait. Elle ignorait simplement qui tenait le scénario. Elle ignorait ce qu'elle venait de déclencher. Les rires et les halètements de la foule de cette soirée se transformaient déjà en murmures, mais ces mots résonnaient dans mon esprit, forts et perçants, comme un fil cassé. Une vie sans espoir avec son mari ruiné. Elle le disait comme une chute, mais je l'avais entendu comme un interrupteur qui s'enclenchait. Un interrupteur qui éclairait chaque clause, chaque mot d'un contrat qu'elle avait signé sans le lire. Parce que Rena n'avait jamais lu les petits caractères. Des années auparavant, elle avait 18 ans et était brisée, affalée sur notre canapé, les joues tachées de mascara et les lettres d'admission à l'université serrées dans des mains tremblantes. Elle paraissait plus petite alors, fragile d'une manière que Rena ne se permettait jamais de paraître. Son monde s'était effondré en une seule phrase de ses parents. Le fonds pour les études avait disparu. Un camping-car flambant neuf garé dans leur allée, chargé et rutilant, tandis que son avenir se rongeait de déception. Mera, ma femme, était à ses côtés sur le canapé, lui tenant la main et pleurant avec elle. J'ai traversé cette tempête après une longue garde à la clinique. Mon premier réflexe avait été de les laisser tranquilles, mais Mera m'a appelé et Rena m'a regardé comme si j'étais la seule bouée de sauvetage qui me restait. « Je ne peux pas y aller », a-t-elle murmuré. « Je n'ai rien. » Mera m'a supplié d'aider sa sœur, et je l'ai fait. Mais je n'étais pas idiot. Je n'ai pas grandi avec l'argent. Chaque dollar que j'avais, je le gagnais. Et quand on se bat pour construire ses propres fondations, on apprend à ne jamais jeter l'argent par les fenêtres, même pour la famille. Surtout pour la famille. Alors, j'ai appelé Thomas Mackay le lendemain matin, mon avocat. Il était direct, méticuleux et cher. Exactement le genre d'homme qu'on veut à ses côtés quand les choses tournent mal. Prête-lui l'argent, a dit Thomas. Mais protège-toi. Si elle se retourne contre toi plus tard, et elle le fera, tu voudras tout par écrit. Et c'est ce que nous avons fait. Frais de scolarité, loyer, livres, préparation aux examens, cours, charges, allocation repas, chaque élément listé avec les montants en dollars par page de contrat. Réa avait ri quand je le lui avais montré. « Tu es sérieuse ?» dit-elle en feuilletant les pages comme si c'était une insulte. « Très, répondis-je, calme et clair.
La famille n'a pas besoin de contrat, raya-t-elle en me rendant le contrat. La famille n'a pas besoin de procès non plus, rétorquai-je sans sourciller. Mera essaya d'adoucir la situation. Ce ne sont que des formalités administratives, rit. Il n'essaie pas de t'insulter. C'est du business, ajoutai-je. Et tu t'apprêtes à faire le plus gros investissement de ta vie. À contre-cœur, Rena signa d'une signature théâtrale. Un air en boucle. Un soupir agacé. Peu importe. J'y arriverai quand même, dit-elle. Ça prouve juste que tu n'as pas cru en moi. C'était son erreur. Croire que l'aide est gratuite, que l'amour efface la responsabilité. Mais même à l'époque, en page 5, paragraphe 3, se trouvait une clause appelée « déclencheur de défaut ». Elle stipulait clairement « tout acte de diffamation publique ou de manque de respect envers le prêteur avant le remboursement intégral entraînera un défaut de paiement immédiat et le remboursement intégral, plus 12% d'intérêt composé annuellement ». Elle ne l'a pas lu. Elle n'a même pas posé la question. Elle n'aurait jamais pensé que j'aurais besoin de l'appliquer. La première année, Rena était reconnaissante. Elle m'a envoyé des SMS de remerciements, m'a rapporté du vin bon marché et m'a serré dans ses bras devant Mera. Elle m'a même écrit un mot une fois. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Je l'ai gardé, non pas par sentimentalisme, mais pour l'enregistrer. La deuxième année, son ton a changé. La demande est devenue urgente. Je dois louer plus tôt. La liste de livres a changé. J'enverrai les reçus plus tard. Plus de remerciements. Plus de visites au restaurant. Puis sont venues les blagues. Un soir, lors d'un dîner de famille, elle a jeté un coup d'œil à ma vieille Corolla dans l'allée et a ri. Tu sais, Cal, si jamais je réussis, je t'offre un truc avec une vraie connexion Bluetooth. Tout le monde a ri. Moi non. J'ai juste regardé Mera, qui a détourné le regard. La dette a augmenté, sa distance aussi. Elle a commencé à m'appeler le gars qui paie les factures. Pas en face, mais je l'ai entendu par Mera, par ses amis. Un jour, à un barbecue, j'ai entendu Rena dire qu'il était plutôt sympa. Un peu sérieux, mais j'imagine que quand on est fauché et ennuyeux, autant être généreux. Encore une fois, je n'ai rien dit, car pendant qu'elle me traitait de fauché, je construisais autre chose. Un dossier avec Thomas avec des reçus et des mises à jour du contrat chaque semestre. Chaque dispersion était documentée. Chaque chèque enregistré. Elle ne savait pas que lorsqu'elle s'était moquée de moi depuis ce micro, vêtue de la robe que j'avais payée, devant la foule que j'avais aidé à rassembler, elle n'était pas seulement impolie. Elle rompait un contrat. Ce discours, ces mots exacts, ont été filmés sous au moins 5 angles de téléphone différents, et l'un des appareils photo m'appartenait. Après que les invités eurent commencé à partir, je n'ai pas crié. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai versé un deuxième verre, suis allé dans mon bureau et ouvert mon classeur verrouillé. Réhabé à l'intérieur d'un contrat signé par elle, un calendrier de répartition et la clause qu'elle venait de violer. Clause 8.3, défaut de paiement, remboursement immédiat, pas de négociation. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et appelé Thomas. C'est elle qui a déclenché le problème. Ai-je dit. Il n'a même pas demandé de précision. J'aurai les papiers prêts pour demain matin, a-t-il dit. Alors, pendant que Rena dansait à sa fête, riant au champagne et me traitant de fauché, j'avais déjà allumé la mèche. Et l'explosion qu'elle a déclenchée, elle n'était pas émotionnelle. C'était légal et elle allait arriver. Au début, Rena était polie, reconnaissante même. Je me souviens de la façon dont son visage s'est illuminé lorsqu'elle a reçu sa lettre d'acceptation de Colombie. Elle m'a serré dans ses bras comme si je l'avais sauvée de la noyade, murmurant un merci tremblant contre mon épaule. Ce soir-là, elle nous a préparé, Mera et moi, une fournée de brownies de travers et a laissé un mot manuscrit sur le comptoir. Je vous rendrai toutes les deux fières. J'ai toujours ce mot glissé dans le dossier intitulé Renabé. Je ne l'ai jamais gardé par sentiment. Je l'ai gardé parce que les gens changent et qu'il est important de se rappeler d'où ils viennent quand ils font semblant de ne jamais avoir besoin de vous. Pendant sa première année de droit, elle prenait régulièrement de ses nouvelles. Elle envoyait des reçus rapidement. Elle envoyait des textos du genre « Je viens de payer les livres de TOR. Merci encore » ou « Les partiels me tuent, mais votre soutien rend tout possible. » Poli, respectueux, presque humble. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me vénère. Je ne cherchais pas un défilé ou une statue dans la cour, mais je m'attendais à de la constance.
Je m'attendais à de la responsabilité. C'était vraiment le but du prêt. Plus que l'argent, c'était une épreuve de caractère. Parviendrait-elle à gérer l'aide sans la laisser se transformer en un sentiment de droit acquis? En deuxième année, les fissures ont commencé à apparaître. Son ton a changé. Les textos sont devenus courts, abrupts. Plus de remerciements, juste des directives. Tu peux payer le loyer plus tôt? Il me faut plus pour les charges. Ma colocataire a déménagé. Je suis sûr que pour les courses. Elle a arrêté d'expliquer, arrêté de poser des questions. Elle a commencé à attendre quelque chose. J'en ai parlé à Mera un soir, pendant qu'on se brossait les dents. Tu as remarqué que Rena n'est plus vraiment reconnaissante? Mera a recraché son dentifrice et s'est rincé la bouche. Elle est juste stressée, a-t-elle dit trop vite. Les études de droit, c'est dur. Tu sais que je le sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'attends mieux. Mera n'a pas répondu, mais le silence en a dit assez. Puis sont venues les blagues, toujours subtiles, toujours avec un sourire, mais elles ont fait mal. Lors d'un dîner d'anniversaire pour le père de Mira, Rena a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a aperçu ma Corolla dans l'allée. C'est mignon que tu conduises encore ça, a-t-elle dit assez fort pour que toute la table l'entende. Très nostalgique. Elle l'a dit sur le ton qu'on emploierait pour décrire un jouet d'enfance. J'ai souri et j'ai continué à couper mon steak. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas réagi, car je n'étais pas surpris. Le sentiment de droit ne s'annonce jamais avec des sirènes. Il s'infiltre lentement comme une fuite sous le plancher. Discret, persistant et corrosif. Elle a arrêté d'apporter du vin au dîner, de s'asseoir avec nous pendant les vacances. Ses nouveaux amis étaient plus malins, plus voyants, des collègues et des camarades de classe qui sirotaient du gin importé et publiaient des photos soignées de leurs séances d'études. J'ai vu comment elle changeait de voix en leur présence. Comment elle allongeait ses voyelles et baissait le volume. Comme si tout ce qu'elle disait était destiné à un public invisible de podcast. Un soir, après que Mera soit allée se coucher, Rena m'a appelé. J'étais dans le bureau en train d'examiner des documents d'investissement lorsque son nom a illuminé mon écran. Dis donc, j'ai dit qu'il m'en fallait 500 de plus. Elle a dit sans salutation, sans excuse. Pourquoi? Pour un week-end de retraite, a-t-elle dit. C'est un événement de réseautage. Tout le monde y va. Je dois y aller. Ce n'était pas prévu au budget initial, ai-je dit. Elle a ri. Cal, allez. C'est 500. Tu peux te le permettre. C'est là que le déclic s'est produit. Le ton, les suppositions, le manque de reconnaissance. Elle ne me voyait plus comme quelqu'un qui se sacrifie, ni même comme un beau-frère. Elle me voyait comme un portefeuille sur pattes. Je vais relire le contrat et je te recontacter, ai-je dit calmement. Quel contrat? Je croyais qu'on en avait fini avec ces conneries de formalité. Ce n'est pas du pipeau, Rena. C'est un accord légal. Elle est restée silencieuse un instant. Sérieusement, elle a fini par dire, je suis de la famille. Oui, ai-je dit. Et famille, c'est responsabilité. Elle a raccroché. Pas d'au revoir. Mera l'a appris 2 jours plus tard. Réa s'est plainte par message vocal que j'étais bizarre et radine à propos de la retraite. Mera m'a fait écouter. Réa avait dit, il agit comme s'il me rendait un immense service. Je vais devenir avocate. Je le rembourserai quand j'aurai réussi. Il n'a pas besoin d'argent. Il aime juste avoir le contrôle. Ce mot, contrôle, m'est resté en tête. Réa avait toujours détesté ne pas avoir le contrôle. Même adolescente, elle manipulait les conséquences avec un sourire et quelques larmes, mais elle ne comprenait pas la différence entre soutien et servitude. Je ne la connaissais pas au-delà de ce que nous avions convenu sur papier. Et sur ce papier, elle me devait près de 6 chiffres. Un après-midi, je suis passé à son appartement à l'improviste pour déposer des documents nécessitant une signature. J'ai sonné à l'interphone. Elle a répondu d'une voix agacée, quoi, comme si j'étais un inconnu. C'est Cal. Je suis en bas. Elle a marqué une pause. Oh, attends. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a semblé surprise. Pas gênée, juste gênée. Besoin d'une signature? Ai-je demandé en tenant l'enveloppe. Elle l'a à peine parcourue. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, ai-je dit. Pour mémoire, elle a levé les yeux au ciel, mais a signé.
Tu sais, Cal, si tu étais plus riche, tu ne serais pas aussi coincé avec l'argent. J'ai failli rire, mais je n'ai pas ri. J'ai simplement souri. Si j'étais plus riche, je serais plus tendu quant à la personne à qui je la donnerais. Ce fut la dernière fois qu'elle m'a regardé dans les yeux sans sourciller. À partir de ce moment-là, le fossé s'est creusé. Mera a tenté de jouer les médiateurs, mais Rena l'a balayé. Elle a commencé à me parler avec sarcasme à la troisième personne. Ton mari, disait-elle à Mera, la gardienne des finances, le type qui conduisait une Corolla vintage, le type qui ne comprenait pas comment les choses fonctionnent de nos jours. Elle pensait s'en tirer. Mais j'avais tout ce qu'il me fallait, un dossier rempli de chaque transaction, de chaque mise à jour signée et de chaque manquement subtil. Et tout ce que j'avais à faire, c'était attendre. Au moment où Rena a prononcé ces mots, contrairement à ma sœur, qui avait choisi une vie sans espoir avec son mari ruiné, je n'ai pas entendu une simple pique. J'ai entendu le bruit d'un piège qui se refermait. Pas un bruit métallique dramatique, pas un bruit fort ou cinématographique, juste un claquement doux et décisif. La finalité accomplissant son but silencieux et patient. Ce soir-là, une fois les applaudissements retombés et les regards gênés recommençaient à circuler dans la foule, je laissai la tension retomber dans un silence mesuré. Je ne m'en pris pas à Mera. Je ne murmurai rien à Mera ni ne quittai la soirée plus tôt. Je restai. Je me servis un autre verre, laissai les glaçons crépiter au fond du verre et souris à chaque toast léger qui suivit. Mais quand nous arrivâmes enfin à la maison, après que Mera fut couchée, encore secouée mais trop épuisée pour parler, je rentrai dans mon bureau, fermai la porte derrière moi et allumai la lampe de bureau. Une douce lueur ambrée baignait le bureau en acajou et l'armoire verrouillée en dessous. Je m'accroupis, tournai la clé et sortis l'épais dossier gris portant son nom au dos. Réhabé. Il était là depuis des années, grandissant tranquillement, patiemment, tout comme Martenu. À l'intérieur se trouvaient les documents de prêt, le contrat original et chaque avenant, classé, daté, notarié. Thomas McC, mon avocat, avait mis à jour le contrat à chaque nouvelle distribution. Et en page 5, noir sur blanc, figurait la clause qu'elle venait d'activer. Clause 8.3, déclenchement par défaut. Si l'emprunteur manque publiquement de respect ou diffame le prêteur avant le remboursement intégral du prêt, cela sera considéré comme une rupture de contrat. Dans ce cas, le solde total du prêt, y compris les intérêts cumulés à un taux annuel de 12%, deviendra immédiatement exigible. Simple, légal, infaillible. La vidéo de son discours circulait déjà sur les réseaux sociaux lorsque j'ai fini de numériser les documents. Elle paraissait fière sur la vidéo, souriant avec assurance tandis que son insulte frappait l'auditoire comme un éclair. Il y avait 5 angles différents, pris depuis 5 téléphones différents. Je les ai tous sauvegardés. J'ai téléchargé la plus nette, horodatée et géolocalisée. Elle s'accorderait parfaitement avec le contrat. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Thomas. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Bonsoir, Cal, tu regardes le feu d'artifice? Elle l'a déclenché. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de demander ce que c'était. L'as-tu en vidéo? 5 copies. Envoyez-moi la plus nette. Je déposerai l'avis de rupture de contrat d'ici demain matin. Nous le lui signifierons dans les 48 heures. C'était tout. Pas de cris, pas de drame, juste la machinerie silencieuse des conséquences qui se mettait en marche. Après l'appel, je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai regardé le dossier. Je n'étais pas en colère. Je ne me sentais pas justifié. Ce que je ressentais était précis, contrôlé, car il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une question de principe. Elle s'était moquée des fondements mêmes que je lui avais donnés. Elle avait qualifié ma vie de désespérée alors qu'elle se tenait sur une scène construite avec mon argent, ma patience et ma foi en son potentiel. Elle ne s'en rendait pas compte, mais ce moment n'était pas une chute. C'était son avis de saisie immobilière. Elle pensait que parce que je conduisais une Corolla, j'étais faible. Que parce que je ne l'interrompais pas au dîner ou que je ne répondais pas à ses sarcasmes, je m'en fichais. Mais ce que Réa n'a jamais compris, c'est que le pouvoir ne s'impose pas toujours haut et fort. Parfois, il se manifeste silencieusement par la paperasse, la patience, la préparation. Et elle n'était pas la seule que j'avais prévu d'avertir. J'ai ouvert un autre dossier et en ai sorti une liste. Les futurs employeurs de Rena, ses contacts de stage, ses mentors. Je n'avais pas eu besoin de tout rassembler. Mais des années plus tôt, lorsque son ton a commencé à changer,
la gratitude s'étant muée en sentiment de droit acquis, j'ai commencé à y prêter attention. Je ne m'attendais pas à cela. Je m'y préparais. En tête de liste se trouvait Monsieur LTON, associé principal chez LTON & Westbrook, le cabinet où Rena avait fait son stage. Elle l'idolâtrait, le qualifiait de mentor. Elle a confié à Mera qu'elle rêvait de travailler pour lui, voire de devenir associé junior dans 2 ans. Ce que Rhea ignorait, ce qu'elle n'a jamais demandé, c'est que LTON était mon ami depuis près de 10 ans. Je l'avais aidé à restructurer une filiale de santé lorsque Mera et moi nous sommes mariés. Il me devait une faveur et, plus important encore, il respectait l'intégrité. J'ai donc rédigé un email professionnel et clair. J'ai joint le contrat de prêt. J'ai joint la vidéo. J'ai expliqué que, malheureusement, le comportement de Rena constituait une rupture formelle de contrat et soulevait des inquiétudes quant à son éthique professionnelle. Je n'ai pas dit à Mera que je le faisais. Pas encore. Elle était encore en train de digérer les paroles de sa sœur. Elle avait besoin de temps pour souffrir, pour faire son deuil. Je lui accordais ce temps, mais je ne laisserai pas la cruauté de Rena perdurer. Le temps que j'éteigne la lumière du bureau, les dégâts se propageaient déjà dans l'espace numérique. Thomas déposerait sa demande le lendemain matin. LTON répondrait avant midi. Et Rena. Elle se réveillerait en pensant avoir le monde à portée de main jusqu'à l'arrivée de l'enveloppe. J'ai monté les escaliers lentement, en prenant soin de ne pas réveiller Mera. Je suis entré dans notre chambre et les regardé dormir un instant. Le rythme régulier de sa respiration apaisait le nœud dans ma poitrine. Elle ne méritait pas ce moment à la fête. Elle ne méritait pas cette humiliation publique, et je ne la laisserai pas la porter seule. Allongé à côté d'elle, j'ai murmuré, c'est réglé. Même si elle ne pouvait pas m'entendre, car ce n'était ni de la colère, ni de la vengeance, mais de la loi, de la vérité, de la clause 8.3. Et Rena ignorait totalement ce qui se tramait. 2 jours après son discours, j'étais assis dans mon bureau à la maison, en train de consulter les rapports trimestriels, lorsque le coursier a frappé. Je m'attendais à quelque chose. Thomas avait dit que les documents relatifs à la rupture de contrat seraient prêts, mais j'ai tout de même ressenti une vive satisfaction en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier ivoire impeccable, tamponnée du sceau du cabinet d'avocat et de mon nom en haut. L'entête disait « Avis de défaut et demande de remboursement immédiat ». Je l'ai déplié avec soin, comme si je savourais chaque clause. Le premier paragraphe était une reconnaissance formelle du contrat de prêt existant, incluant des références détaillées à chaque versement et les reçus correspondants joints en pièces jointes. Le deuxième paragraphe citait la clause 8.3. Le défaut de paiement déclenche textuellement tout acte de diffamation publique ou de manque de respect envers le prêteur avant le remboursement intégral, constituant une rupture unilatérale et rendant le solde du prêt, intérêt créditeur à 12%, immédiatement exigible. J'ai fait défiler la page jusqu'à la demande de 197 622 $, payable dans les 30 jours. Pas de délai de grâce, pas de plan de versement, pas d'excuse pour la brutalité des chiffres. Sous une ligne pour sa signature accusant réception et un avertissement, le non-respect entraînerait des mesures d'exécution immédiate, y compris des dépôts de bilan, des saisies sur salaire et une notification aux associations professionnelles. Je me suis adossé contre le dossier et j'ai laissé le papier reposer sur ma poitrine en expirant lentement. Mera m'avait demandé si je voulais répondre à son message vocal larmoyant. Elle m'a supplié que ce n'était qu'une blague, Cal. Tu sais, je ne le pensais pas. J'avais répondu, c'est plus grand que nous. Et elle avait accepté, même si la douleur persistait dans ses yeux. Je n'ai ressenti aucune des pointes de culpabilité auxquelles je m'attendais à moitié. J'ai ressenti une lucidité. Rena avait brûlé les ponts. Maintenant, elle devait reconstruire ou en assumer les conséquences. Ce soir-là, j'ai remis la vie à Mera. Nous étions dans le salon, la pluie claquait aux fenêtres, projetant les reflets flous du lustre sur le parquet. J'ai placé le papier devant elle, le bout des doigts effleurant encore le sceau gravé. Elle l'a ouvert, les yeux écarquillés en lisant le montant. J'ai observé sa réaction, son choc initial, l'éclair de colère face à l'imprudence de sa sœur, puis une détermination bien arrêtée, comme si elle reconnaissait la nécessité de ce que j'avais fait. C'est sévère, a-t-elle dit doucement, la voix tremblante. Tu crois que c'est trop? J'ai tendu la main et je lui ai serré la main. Elle a choisi ses mots en public. Maintenant, elle doit assumer pleinement les conséquences. Ce n'est pas trop. C'est précis. Le lendemain matin,
j'ai fait livrer une copie par un huissier à l'appartement de Rena. Je ne voulais pas voir son visage. Laisser les mécaniciens faire le travail nous a épargné à tous les deux la douleur d'une confrontation directe. À midi, Lavi était sur le pas de sa porte, glissé sous le paillasson. Plus tard, un courriel de Thomas confirmait la réception. La cliente accuse réception. Elle semble sous le choc. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était notre belle-mère. Sa voix était hachée. Nous avons reçu un avis, a-t-elle dit. C'est grave. C'est exactement ce dont nous avions convenu, ai-je répondu calmement. Je suis désolé d'en être arrivé là. Elle a marqué une pause, comme si elle avait soigneusement choisi ses mots. Rena. Elle est dévastée. Elle a quitté le travail plus tôt que prévu, pleure dans sa chambre toute la journée. Elle m'a appelé 5 fois pour me demander de régler le problème. Je me frotte le front. J'avais anticipé les conséquences, mais la culpabilité parentale est une chose complexe. Je ne peux pas régler le problème, ai-je dit doucement. Le contrat est clair. Ce soir-là, Mera et moi étions assises à la table de la cuisine, 2 tasses de café refroidissant entre nous. Nous écoutions ses messages sur son téléphone. Des messages vocaux frénétiques de Rena plaidaient, marchandaient, promettaient de tout vendre. Un message s'est démarqué. Je paierai la moitié maintenant et le reste après avoir obtenu mon diplôme. S'il te plaît, Cal. Les yeux de Mira se sont remplis de larmes. Devons-nous accepter? J'ai secoué la tête. Non. La clause prévoit un remboursement immédiat et intégral. Un paiement partiel remet en cause l'accord que nous avions signé. Mera a hoché la tête, mais sa mâchoire s'est crispée. Le prix de l'intégrité pesait aussi sur elle. Nous avons laissé les messages s'accumuler. La semaine suivante, j'ai reçu des mises en demeure de tentatives de plan de paiement, gracieuseté des greffiers qui transmettaient ces demandes. Elle avait demandé 30 jours pour liquider ses actifs, des prolongations, une médiation. Toutes ces demandes ont été rejetées. Thomas et moi avons vérifié les documents du prêt. Les conditions étaient sans ambiguïté. Un après-midi, je suis entré dans le bureau et j'ai trouvé un message sur mon bureau, une explication de son superviseur de stage, Monsieur LTON, qui avait reçu copie de la mise en demeure. D'un ton mesuré, il écrivit, « Bien que je sois compréhensif envers vos problèmes personnels, la gravité de cette mise en demeure soulève des inquiétudes professionnelles. Malheureusement, notre cabinet doit vous renvoyer votre prochaine date de début. » Je fermai la lettre et la rangeai dans son dossier. Conséquences professionnelles, conséquences juridiques, elles se déversaient en cascade. Inéluctable comme un effet domino. Tard dans la nuit, je trouvai Mera à moitié endormie sur le canapé, la lumière de son ordinateur portable illuminant son visage las. Elle leva les yeux vers moi, les yeux rouges. Je me sens tellement coupable. Je m'assis à côté d'elle et passai un bras autour de ses épaules. Elle avait le choix, dis-je. Elle a choisi de nous humilier publiquement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Elle se pencha vers moi. Je sais que tu as raison, mais je suis toujours sa sœur. Je sais, dis-je en déposant un baiser sur sa tempe. Et elle s'en sortira si elle honore ses engagements. En attendant, je suis convaincu que nous avons fait le bon choix. Dehors, la pluie s'apaisa et l'air nocturne devint vif. Au loin, une voiture solitaire passa, ses phares perçant l'obscurité. Notre maison était silencieuse, mais les ondes de la vie continuaient de se propager dans le monde de Rena. Un rappel que les mots une fois prononcés ont des conséquences mesurées non pas par l'intention, mais par les contrats que nous signons et le respect que nous exigeons. Et dans le silence, j'éprouvais la satisfaction constante de savoir qu'elle apprendrait bientôt ce que signifie lire chaque mot sur une page avant de signer. Je me garai en face du Déniès où j'avais un jour glissé à Rena une épaisse enveloppe contenant de l'argent pour son premier appartement. L'enseigne au néon bourdonnait au-dessus du parking, projetant une lueur ambrée maladive sur l'asphalte humide. Je restai assis un moment, regardant ses phares s'éteindre derrière moi, la regardant sortir de sa voiture dans un blazer sur mesure qui paraissait trop impeccable, trop délibéré pour quelqu'un qui croule sous les dettes. Je verrouillai ma porte et entrai, mes pas résonnant contre les banquettes en vinyle et les tables en mica. Elle était déjà assise à notre vieille banquette, celle au siège en cuir craqueléa. L'angle marqué d'une tache de chewing-gum tenace. Ses mains tremblaient, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. Je me suis glissé en face d'elle, les mains croisées sur ma poitrine. La serveuse est apparue, stylo à la main,
Mais je lui ai fait signe de partir. Juste du café noir, lui ai-je dit. Rena a commandé 2 décaféinés au lait écrémé, et elle l'a fait sans lever les yeux, comme si elle avait peur de croiser mon regard. J'ai commandé le mien fort, sans fioriture, et je me suis installé. Le regard de Rena a parcouru le restaurant, se posant sur le sol et raflé comme s'il allait l'engloutir. Finalement, elle a dit à voix basse. « C'est vraiment toi qui as fait ça ?» J'ai hoché la tête. « C'est fait. » Son souffle s'est arrêté. Elle a légèrement haussé la voix. « Tout. La totalité. » Je me suis penché en avant, les coudes sur la table. Clause 8. 3 ne permet pas de remboursement partiel. Vous avez déclenché le défaut de paiement. La totalité plus les intérêts. Elle secoua son menton vers le contrat que j'avais placé entre nous. Je l'ai glissé à travers la table. Pile épaisse de pages, signature, exposition. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle se ferait un pli, sautant directement à la clause par défaut. Elle marmonna quelque chose sur la facilité juridique, puis leva les yeux, le visage pâle. « Je suis ridicule, balbutia-t-elle. Je suis diplômé. Je devais commencer à LTON et Westbrook dans 2 semaines. J'ai parlé avec monsieur LTON, ai-je dit doucement. Il a retiré votre offre en raison de préoccupations éthiques. » Sa tête se relevait. « Tu lui as dit ça ?» J'ai à nouveau hoché la tête. Je lui ai envoyé l'avis de violation. J'ai joint la vidéo. Sa lèvre trembla. « Tu me ruines. » J'ai alors ressenti une douleur, un bref scintillement de sympathie avant de me stabiliser. « Je vous tiens aux conditions que vous avez acceptées. » Elle se pencha en arrière, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. Je ne voulais blesser personne. C'était une blague stupide. Une blague qui vous a tout coûté, dis-je. Elle pressa ses mains contre son visage, respirant rapidement. Je pouvais entendre le bourdonnement du restaurant autour de nous. Famille partageant des hamburgers, des convives en fin de soirée, des frites de soins infirmiers et du café. Mais dans ce stand, le monde s'est rétréci à 2 personnes et à un sort scellé. Elle jeta à nouveau un coup d'œil au contrat. N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? J'ai secoué la tête. Le contrat est clair. Il n'y a pas de place pour la négociation. Elle a avalé fort. Je pourrais vendre ma voiture. Mon designer met tout. Vous pouvez essayer, dis-je. Mais ils ne couvrirent pas le total et vous aurez toujours une excitation d'intérêt. Des larmes ont glissé sur ses joues. Elle a gardé les yeux fixés sur la table, mais j'ai vu la honte dans la façon dont ses épaules s'étaient effondrées. Je ne sais pas comment. Je m'éclate la gorge. Il y a une option. Elle leva les yeux, l'espoir s'évasant dans ses yeux. J'ai attendu. Vous pouvez contester le contrat, dis-je tranquillement. Déposez une réclamation de compteur. Embauchez votre propre avocat. Son visage tomba. Ce n'est pas une option car vous l'avez signé volontairement. Elle me regarda comme si elle cherchait une fissure dans ma détermination. J'étais jeune. Je n'ai pas compris. Ça fait des années. Vous avez eu toutes les chances de le lire, de poser des questions. Elle ouvrit la bouche, la ferma. J'ai parlé sur elle. Je veux vous aider à trouver un moyen de traverser cela, mais seulement si vous reconnaissez votre violation et commencez à travailler sur le remboursement. Elle laissa tomber sa tête dans ses mains, les épaules tremblant de sanglots. Je l'ai regardée pendant un long moment. La sœur fière et polie qui se considérait intouchable, maintenant réduite aux larmes dans un dîner à cuillère gras. J'ai ressenti sa vulnérabilité comme un poids physique. Mais je n'ai pas cédé parce que le pouvoir n'est pas seul la compassion. Ce sont des limites. Après que ses pleurs se soient calmés, elle leva la tête, les yeux rouges, résolue. D'accord, chuchota-t-elle. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai hoché la tête, me penchant en arrière. Première étape, arrêtez de traiter cela comme une blague. Commencez à répertorier vos actifs. Faire un inventaire. Ensuite, nous pouvons parler de vendre des choses. Deuxième étape, trouver un emploi à temps partiel qui paie suffisamment pour mettre le solde. Elle cligna des yeux. Je vais bien, mais tu vas aider. Je vais vous guider, dis-je. Mais le travail des jambes vous appartient. Elle a expiré, la tension se retirant légèrement, remplacée par une sombre détermination. Et si je ne peux pas augmenter le montant total, vous négocierez avec le tribunal, ai-je dit.
Mais vous devez montrer de bonne foi, des paiements, des progrès. Sinon, ils prendront tout ce qui reste. Elle hocha la tête, atteignant la table pour prendre le contrat. Les doigts tremblants, elle a tracé l'encre de sa signature. Je comprends. Je me levai alors, signalant la fin de notre réunion. Réa m'a regardé, la vulnérabilité et le ressentiment se mêlant aux yeux. Je ne lui ai pas fait un câlin de séparation. Au lieu de cela, je lui ai tapoté l'épaule et j'ai dit, c'est un tournant. Faites compter. Elle a avalé, puis a géré un faible sourire. Merci, dit-elle, la voix rauque. Je suis parti, je la laissant dans ce stand avec ses plans et ses dettes. Dehors, la nuit était calme, sans trouble par notre calcul. Je suis revenu dans ma voiture et je suis rentré chez moi, en pensant à la puissance d'une signature et au poids d'un mot. Comment un contrat une fois signé peut devenir à la fois une bouée de sauvetage et un piège. Et comme le signe néon de Denis s'est fané dans mon rétroviseur, je savais que ce soir marquait le véritable début de son remboursement en dollars et en humilité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine de courriels non lus. J'ai siroté mon café calmement, sachant exactement ce qui m'attendait. Confirmation des offres de renom, des avis de retrait polis mais fermes et une poignée d'excuses sympathiques de personnes qui ne me traverseraient plus. Par petit déjeuner, la cascade était indubitable. Le monde de Rena s'effondrait. Elle devait commencer à LTON et Westbrook en 2 semaines, un poste associé junior plum dont elle s'est vantée pendant des mois. Au lieu de cela, sa boîte de réception tenait une seule ligne de l'assistant de Monsieur LTON. En raison des développements récents, nous devons renvoyer votre offre. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos efforts futurs. Aucune explication, aucune invitation à faire appel, juste une porte fermement fermée. Son petit ami Félix était le suivant. J'ai découvert cela lorsque le téléphone de Mira a bourdonné d'un texte. Et, essayons juste de comprendre les choses avec l'entreprise. Parlez bientôt. Un deuxième texte. Je suis désolé pour tout cela. Appelez-moi alors. Rien. Les heures passaient avant que Félix ne réponde. Ne peut pas désolé. Son silence en dit long. À midi, les journaux de notre district local ont circulé l'histoire. Les diplômés du contrat de violation des étincelles de carrière retombaient. Les blogueurs et les forums des anciens ont disséqué le procès. Les commentaires allaient de bien mérité à dur mais légal. Le monde numérique l'avait allumé du jour au lendemain. Les titres mettant en vedette son nom, sa photo en casquette et en robe et un lien vers les documents judiciaires. J'ai regardé tout cela se dérouler de mon bureau à domicile, les bras pliés, l'expression neutre. J'ai examiné chaque avis. Son offre de stage, son contrat de tutorat à la Student Bar Association, même un rôle d'assistant de recherche à temps partiel chez son alma mater, tous retirés. Chaque lettre de rejet a atterri dans ma boîte de réception comme un coup de marteau, cimentant les conséquences de ses actions. En fin d'après-midi, le téléphone a sonné. C'était sa mère. Thomas vient d'appeler. Elle a dit la voix serrée. Il dit que le dossier judiciaire est étanche à l'air. Elle ne peut rien faire que de payer. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé ces mots pendre dans le silence entre nous. Puis j'ai dit, elle a accepté la clause. Je sais, chuchota TL. Mais devez-vous être si implacable? J'ai fermé mon ordinateur portable. J'applique un accord. Je dois être précis. Elle soupira, le chagrin colorant son ton. C'est ma fille. Je comprends. Dis-je doucement. Mais je fais ce qu'elle a demandé, l'a aidé à sortir d'une crise. C'est à elle d'honorer ses engagements maintenant. Ce soir-là, j'ai rejoint Mera dans le salon. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé avec 2 verres de vin, essayant de faire semblant de faire une conversation avec notre chat était une distraction appropriée. Elle a tracé le bord de son verre, les yeux éloignés. Ils vendent des choses, dit-elle enfin. Son Audi est sur Autotrader, ses sacs à main en consignation. Elle nettoie son appartement. J'ai hoché la tête. C'est un bon début. Elle secoua la tête. Elle est toujours à 120 000 $ à court, même si elle vend tout. Je sais, dis-je. Elle aura besoin d'un plan B. Elle s'est tournée vers moi, de la frustration et du chagrin se mêlant aux yeux. C'est brutal. Ce n'est pas nécessaire, dis-je. Si elle s'engage à un calendrier de paiement, accepte les travaux à temps partiel, demande des prêts, des actifs liquides, elle peut réduire le solde.
La cour la laissera mettre en place un plan de paiement si elle démontre de bonne foi. Mera s'accélère, mais elle doit le vouloir. Elle doit faire face à la réalité de ses décisions. J'ai dit 2 jours plus tard, j'ai reçu un avis du tribunal. Réabé a déposé une demande d'audience de plan de paiement structuré prévue en 30 jours. Je l'ai transmis à ses parents ainsi qu'une brève note l'encourage à rassembler les états financiers et la preuve de revenus. Puis est venue une tournure inattendue. J'ai reçu un texte de Carrara, le meilleur ami de Rena. Je suis désolé. Je n'ai jamais réalisé. Vous avez fait ce que vous aviez, j'ai répondu. Dites-lui qu'elle doit se présenter devant les tribunaux avec des documents. Aucune exception. À la fin de la semaine, les signes tangibles de son effondrement étaient partout. Un voisin m'a envoyé une photo d'un panneau floral devant son immeuble. Un email de son propriétaire a confirmé la résiliation du bail en raison de paiement de loyer manqué avant l'avis. Il avait trouvé un investisseur prêt à payer plus. Son numéro de téléphone est apparu comme indisponible lorsque j'ai essayé de l'appeler des comptes sociaux verrouillés derrière les murs payants et les paramètres de confidentialité. Tard vendredi après-midi, je me suis retrouvé debout devant son ancien appartement. Le camion en mouvement avait disparu, les meubles ont disparu, sa vie se déshabille nue. Je n'avais aucune intention de vérifier à l'intérieur. Le site était un symbole assez. Je lui ai envoyé un texto, date d'audience, 14 mai, 10 heures, apporter une pièce d'identité, des déclarations et une preuve de revenus. Elle a répondu presque immédiatement. D'accord. Sa réponse en un mot portait plus de poids que toutes les excuses ou plaidoiries. Cela signifiait l'acceptation, hésitante, douloureuse, mais réelle. Au cours du week-end, je me suis préparé à l'audience, rassemblant mes propres fichiers, en coordonnant avec Thomas. J'ai passé en revue chaque ligne du contrat une dernière fois, garantissant que notre position était solide. Comme je l'ai fait, j'ai pensé au pouvoir, comment cela se mettait à l'écart des appels émotionnels lorsque l'état de droit est clair. Son effondrement n'était pas un acte de cruauté. Ce fut une conséquence directe de ses choix. Lundi, j'ai trouvé Mera dans la cuisine en brassage de café. J'ai posé une main sur son dos. Prêt ? Elle hocha la tête, ne levant pas les yeux. Commençons avec. Ensemble, nous sommes entrés dans la phase suivante, sachant que l'effondrement avait commencé, mais cette rédemption, comme le remboursement, était possible avec la responsabilité, la persévérance et la volonté d'affronter les retombées idons. Les retombées ont commencé tranquillement, une ondulation se transformant en une vague qui arrochait sur les bords de tout ce que Rena avait pris pour acquis. C'était en fin de matinée quand je l'ai vu apparaître. Une photo brillante de sa berline Audi noir sous-titrée Sporty 2018 bien entretenue en raison de circonstances imprévues. Je l'ai mis en signé pour la documentation. Plus tard dans l'après-midi, elle a publié une autre annonce. Prince a tamponné Hermès Birkin et Chanel classique rabouchement classique sac tout pour bouger. Chaque téléchargement était comme un témoin de son monde s'effondrer. Quand j'ai dit à Mera, elle a coulé sur le canapé du salon, serrant ses genoux. Elle vend ses affaires, lui chuchota-t-elle, la voix épaisse. N'y a-t-il rien de plus humain ? J'ai plié mes bras mais j'ai gardé mon ton doux. Elle doit collecter des fonds. Active d'abord. Mera ferma les yeux et passa ses doigts dans ses cheveux. Son appartement aussi, a-t-elle dit. Elle a déménagé hier. J'ai hoché la tête. Le bail s'est terminé. Son propriétaire a dit qu'il avait besoin d'une personne fiable. Un autre signait. L'avis de résiliation de bail. Aucune excuse. Pas de période de grâce. Elle avait été la seule à laisser glisser le loyer et les dépôts du tribunal n'ont laissé aucune place à la clémence. Le soir, ses parents étaient au téléphone avec moi, les voix serrées avec blâme et inquiétude. Tu ne peux pas simplement pardonner une partie ? Sa mère a plaidé. Nous pouvons couvrir le reste. J'ai tenu la ligne un instant, résistant à l'instinct de céder. Je suis désolé, dis-je, mais l'accord est clair. Le pardon violerait nos conditions. Le soupir de son père crépitait par l'orateur. Nous n'avons jamais imaginé que cela arriverait à cela. Je n'ai pas non plus admis moi, mais elle a choisi ses mots. Ils se sont silencieux. J'ai terminé l'appel. Cette nuit-là, Mera et moi nous sommes assis à la table de la cuisine sous la lueur douce du pendentif. Mon whisky était assis intact et son thé cuit à la vapeur en porcelaine délicate. Le silence était lourd. Enfin, elle parla, la voix tremblante.
Elle a envoyé un message à Carrara aujourd'hui. J'ai levé les yeux. Cara avait été son amie la plus proche au collège. Loyal, franc, l'un des rares à n'avoir jamais demandé d'argent. Qu'a-t-elle dit? J'ai demandé. Mera a parcouru son téléphone. Il a fait ce qu'il avait à faire, a-t-elle écrit. Je suis fier de toi. J'ai ressenti une curieuse chaleur. Cara a compris la responsabilité. Elle a vu ce que tout le monde avait oublié. Cette gentillesse sans frontières engendre le mépris. Mera a posé le téléphone. Cara m'a dit qu'elle vendait également ses manuels à moitié prix. Elle veut montrer de bonne foi. J'ai incliné ma tête. Bon. La documentation aidera à l'audience. Au cours des prochains jours, j'ai suivi chaque développement. L'ODIAD a recueilli des dizaines de demandes de renseignements. Elle a réduit le prix 2 fois, désespérée de le déplacer rapidement. Les fils de liste de Craig ont discuté de sa situation difficile. Certains commentateurs ont loué un amour dur. D'autres ont dénoncé la gravité de la clause. Les médias sociaux de Rhea ont emboîté le pas. Les amis ont publié des messages forts de séjour ambigus. Support sans action. Elle n'a pas supprimé ses comptes, mais les a verrouillés, limitant les commentaires et bloque les demandes. Chaque clic, chaque modification témoignait de son désespoir. Puis vint le texte de sa mère. Elle est de retour à la maison. Je l'ai imaginée entrer dans sa chambre d'enfance, les murs roses ont remplacé il y a des années, les étagères encore bordées de vieux trophées et d'animaux en peluche. Je me demandais ce que c'était que de retourner dans un endroit où elle s'est enfuie, maintenant réduite au sanctuaire ou à la prison. Mera a salué la nouvelle avec une démission tranquille. Elle recommence, a-t-elle déclaré. De Ground Zero, répondis-je. Mais au moins, elle est ici. Un après-midi, je me suis rendu chez ses parents pour livrer des documents judiciaires. Le quartier avait changé de petit et coupé, des boîtes aux lettres alignées comme des sentinelles fidèles. Je me suis garé et j'ai marché sur le chemin, l'enveloppe lourde dans ma main. Répondit sa mère à la porte, les yeux rouges à coucher. Elle m'a conduit dans la chambre d'amis, l'espace Rhea appellerait à la maison jusqu'à l'audience. J'ai remis les documents, la preuve des prix d'inscription, les relevés bancaires, les reçus pour les articles vendus. Elle doit les réviser avant l'audience, ai-je dit. Sa mère hocha la tête, la voix épaisse. Merci. Je me tournai pour aller, s'arrêtant dans le couloir. Dites-lui que je crois qu'elle peut reconstruire, dis-je. Ce soir-là, Mera m'a envoyé une photo. Rena assis à la table de la cuisine, manuels ouverts, surligneur à la main. Elle préparait son portefeuille pour un concert de tutorat à temps partiel. J'ai ressenti un scintillement de fierté. Elle ne s'effondrait pas complètement. Elle se regroupait. Le lendemain matin, ma boîte de réception a tenu un nouveau message de Carrara. Elle tend la main aux anciens professeurs pour des recommandations. Elle veut montrer qu'elle est toujours compétente et engagée. Je t'enverrai sa liste. L'allégeance de son ami m'a stabilisé. La responsabilité pourrait être un pont, pas seulement une cage. À la fin de la semaine, Rena avait vendu la moitié de sa collection de créateurs et la plupart de ses vêtements. Son pot de changement, une fois un bibelot sur sa commode, en tenait suffisamment pour un mois de loyer quelque part moins cher. Elle avait accepté des bureaux de nettoyage de l'emploi la nuit, tôt le matin dans un café. Le rythme était exténuant, mais chaque chèque de paie serait désormais dédié à l'écrasement de sa dette. Ce samedi, Mera et moi avons siroté du café sur notre porche, en regardant le quartier éveillé. J'ai placé une main sur son épaule. Elle fait ce qu'elle doit faire. Le miroir acquiesça, les yeux réfléchis. C'est douloureux à regarder, mais elle apprend. Elle apprend. J'ai fait l'écho que les actions ont des conséquences et que le soutien de Rhea est avec responsabilité des deux côtés. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai suivi ses progrès, ses totaux de vente, ses talons de paie, ses transferts bancaires. J'ai mis à jour le grand livre de Rena B. Chaque entrée était une petite victoire, un pas vers la résolution. L'intérêt a toujours coché vers le haut, mais son élan l'a contré. Et bien que la blessure familiale nous ait déchirés, nous avons commencé à le coudre en arrière par fil, remboursement par remboursement. Dans sa lutte, j'ai vu l'émergence de la responsabilité où le droit régnait autrefois. Les retombées familiales avaient brûlé des ponts, mais cela a également franchi le chemin de la nouvelle croissance, une nouvelle croissance sur le respect, la responsabilité et un contrat qu'elle n'oublierait jamais. Le monde confond souvent le pouvoir pour le volume, les déclarations bruyantes,
les grands gestes, le genre de force qui secoue les fenêtres et attire une attention immédiate. Mais j'ai appris ce vrai murmure de pouvoir. Il est codé dans des contrats, niché dans des clauses, les gens supposent qu'ils ne rencontreront jamais. Il vit en préparation, en patience, dans la subtile certitude de savoir que vous tenez le stylo lorsque l'encre sèche. Dans les semaines qui ont suivi la vie d'audience, j'ai regardé Rena se précipiter pour reconstruire sa vie. Elle a liquidé des actifs, a pris des emplois à temps partiel et a envoyé un email au professeur pour des recommandations. Elle a appris la piqûre des conséquences de première main, et elle ne s'est pas silencieuse à ce sujet. Ses excuses ont atteint ma boîte de réception en interrompant les emails et en messages vocaux en larmes. Mais même si les remords gonflaient, elle n'a toujours pas réussi à comprendre où se trouvait le vrai pouvoir. Elle croyait que ces revers provenaient de mon application obstinée, un acte de cruauté. Mais je l'ai vu différemment. Le sien avait été la cruauté du droit. Elle n'avait pas lu le contrat, n'avait pas respecté l'arrangement qu'elle avait volontairement signé. Lorsqu'elle m'a publiquement dénigré, elle a déchaîné le mécanisme même qu'elle avait activé. Je l'ai vue dérogation un soir lorsqu'elle a essayé de négocier avec sa mère. Sa voix, généralement rapide avec une réplique, épaissie avec regret. Je ne pensais pas que ça allait devenir mauvais, a-t-elle avoué. Pourquoi avez-vous caché cette clause? A répondu avec douceur. Ce n'était pas caché. C'était là par écrit. Les larmes de Réa étaient alors honnêtes, nées d'humilité plutôt que de rage. J'ai admiré ce moment, sa volonté de regarder ses propres choix plutôt que de me blâmer de les appliquer. Pendant ce temps, Mera et moi avons avancé à notre manière. Chaque matin, j'ai conduit ma vieille Corolla à la clinique. Chaque nuit, je suis rentré chez moi dans notre maison tranquille. Je ne me suis jamais vanté de la modestie de ma Corolla ou de mon travail choisi. Je n'en avais pas besoin. Ma vie était la somme des décisions prises délibérément, les investissements ont suivi méticuleusement et les accords ont honoré. Pour moi, c'était l'essence du pouvoir tranquille. Une fin d'après-midi, j'ai présenté le dossier de Réa à Thomas. Il a jeté un coup d'œil au dernier record de paiement, un transfert partiel de son concert de tutorat, des reçus pour les articles en consignation, même son premier chèque de paie du café. Elle fait des progrès, a-t-il observé. Si elle continue, nous pouvons négocier la réduction des intérêts lors de la prochaine audience. J'ai hoché la tête. C'est le but. Thomas me sourit. Un geste rare. Vous maniez de manière réfléchie votre pouvoir. Je me suis penché en arrière. Le pouvoir sans penser est la démolition. Les progrès de Réa n'étaient pas linéaires. Elle a eu de mauvais jours, manqué de quarts de travail, des articles trop chers renvoyés, des dépenses inattendues pour les réparations des voitures. Chaque revers a provoqué une nouvelle anxiété, qu'elle diffusait souvent sur les réseaux sociaux dans des messages vagues et auto-pitié. Pourtant, derrière ces commentaires gardés, je pouvais voir la détermination grandir. L'humilité, une fois étrangère pour elle, est devenue un outil qu'elle manquait plus sournois que n'importe quel sac de créateur. Un après-midi, elle a appelé. Sa voix était plus stable que prévu. J'ai décroché une position saisonnière à la bibliothèque, a-t-elle déclaré. Cela ne paiera pas beaucoup, mais c'est stable. J'ai répondu, bon. La cohérence est importante. Elle fit une pause. Je commence à comprendre. Comprendre quoi? Cette responsabilité n'est pas une punition. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. La responsabilité est l'autonomisation. Le vrai tournant est venu lorsqu'elle s'est approchée de moi en personne, à l'improviste, à mon bureau. Elle se tenait au seuil, serrant une enveloppe de manille. Ses yeux étaient brillants, collés de fatigue, mais brillants de résolution. J'ai le premier paiement prêt, a-t-elle déclaré, voix basse et stable. Elle a placé l'enveloppe sur mon bureau. 20 000 $ en chèque de la caissière. Assez pour couvrir l'intérêt immédiat et un morceau de directeur. J'ai plié mes mains et je l'ai regardée. Vous êtes en avance sur le calendrier. Elle hocha la tête. J'ai promis à Mera je te montrerai que je suis sérieux. J'ai tendu la main, touchant doucement sa manche. Tu m'as montré plus que ça. Elle a expiré. Le soulagement et la fierté se mêlant à un seul souffle. Pouvez-vous réduire le taux d'intérêt? J'ai considéré. Le contrat a autorisé les modifications si les deux parties étaient d'accord. Nous pouvons demander le tribunal lors de la prochaine audience. Des larmes brillaient dans ses yeux. Merci. Je l'ai salué grâce.
Vous l'avez gagné. Dans ces petits échanges, j'ai vu l'évolution du pouvoir en action. Non appliquée par intimidation, mais par clarté des attentes et l'application des termes du patient. Elle avait une fois licencié. Le pouvoir silencieux venait de la confiance que lorsque d'autres trébuchaient, les fondations que vous avez construites tiendraient fermement. Réa a poursuivi son voyage. Le paiement de chaque mois s'est enregistré impeccablement dans le grand livre. Elle a retrouvé des morceaux de sa réputation professionnelle. Ses professeurs ont renouvelé leurs approbations. Un petit cabinet d'avocats a offert une bourse. Les commis en justice ont noté ses progrès avec l'approbation. À travers tout cela, j'ai continué à conduire cette vieille Corolla. À continuer à économiser des reçus. À continuer à honorer les conditions du contrat. Pas de fanfare, pas besoin de justification publique. Un soir, Mera et moi nous sommes assis sur le porche en regardant les lucioles dériver dans la cour. Elle se pencha en moi, souffle chaud contre mon épaule. Regardez jusqu'où elle vient, dit-elle doucement. J'ai souri. Elle a trouvé son propre pouvoir. Mera a touché mon bras et nous l'avons aidé à le faire. Ensemble, nous avons regardé la douce lueur des lucioles et compris que le pouvoir se prospère dans la douce lumière de la responsabilité, nourri par le respect des limites, et il brille le plus brillant lorsque vous vous êtes exercé tranquillement. Le package de courrier de Rena a été livré à la maison de ses parents. Elle a soumis, et chaque atout qu'elle a liquidé. Dans le même lit qui a résisté à sa tempête. Mais elle vit pour toujours sous le terme qu'elle a accepté. Le prêt de haut niveau qui a lié son sort à ma détermination silencieuse. Lorsque j'arrive au palais de justice, le soleil du petit matin brille sur le front du verre et les avocats adaptés se dépêchent de malade. Je pénètre à l'intérieur et je passe par la sécurité, laissant mon téléphone pour la confidentialité. Dans le couloir, je trouve un siège près de l'entrée de la salle d'audience et étalé la gaine épaisse de documents, d'edgers, d'affidavits, de confirmation de paiement sur le banc marbré. Chaque page représente une étape qu'elle a fait pour se remettre de son chemin de l'humiliation publique à la stabilité financière. Le BEF nous appelle et j'entre dans la salle d'audience en premier, en choisissant un siège qui me donne une vue claire du banc du juge et de la table du demandeur. Réa suit, escortée par ses parents. Elle porte un costume modeste maintenant, plus le label de créateur qu'elle a autrefois affiché, mais un ensemble pratique qui reflète sa nouvelle humilité. Elle se porte avec équilibre, mais je sens un scintillement de vulnérabilité dans ses yeux. Nos avocats hochent la tête avant de se tenir debout pour s'adresser au juge. Thomas présente méthodiquement le grand livre, le montant du prêt d'origine, les intérêts composés, la somme de ses paiements et le solde restant. Il décrit ensuite ses progrès, ses paiements en temps opportun, leurs efforts documentés pour obtenir des revenus supplémentaires et son intention de satisfaire la dette. Il demande un ajustement au taux d'intérêt, citant la même disposition des clauses pour examen du tribunal lors de la démonstration de bonne foi. L'avocat de Réa s'avance ensuite, offrant une brève déclaration en son nom. Il reconnaît sa violation et détaille ses efforts, vendant sa voiture, vendant des articles de luxe, occupant 2 emplois à temps partiel et obtenant une bourse dans un cabinet d'avocats de boutique. Il fait appel à la clémence, soulignant que l'intérêt punitif a déjà infligé des difficultés suffisantes. Il demande au tribunal de réduire davantage le taux d'intérêt et de formaliser un calendrier de paiement gérable pour lui permettre de reconstruire sa carrière. Le juge passe en revue les documents, son regard se déplaçant occasionnellement vers Rena. Il pose quelques questions pointues si elle comprenait la clause par défaut à la signature, si elle avait les moyens de se conformer à l'origine et si le plan de paiement proposé assure remboursement dans un délai raisonnable. Réa répond directement à chaque question, sa voix stable bien que teintée d'émotion. Elle affirme qu'elle a lu et compris l'accord, qu'elle regrette ses remarques désobligeantes et qu'elle est déterminée à remplir ses obligations. Je la regarde de près, notant le tremblement contrôlé dans ses mains alors qu'elle ajuste ses papiers. Elle est venue plus loin que ce à quoi je m'attendais. L'air de la salle d'audience bourdonne avec une tension silencieuse alors que le juge ferme le dossier et rend sa décision. Il accordera une réduction des intérêts de 12% à 6% à compter immédiatement et approuvera un calendrier de paiement structuré au cours des 3 prochaines années. Il félicite sa diligence et l'encourage à continuer sur cette voie tout en lui rappelant le devoir solennel qu'elle a assumé lors de la signature du contrat. Le relief ondule à travers la galerie. Réa expire si audible que je peux l'entendre de travers le banc. Les larmes lui tirent les yeux, mais elle les clignote avant de se répandre. Ses parents s'embrassent et son avocat offre une poignée de main discrète. Je me lève aussi, hochant la tête à la cour. Le juge nous rejette avec un dernier avertissement d'honorer nos accords,
et le gave tombe comme une douce ponctuation sur un chapitre turbulent. Plus tard, en dehors du palais de justice, je trouve Réa debout seule par les marches. Elle me lève les yeux, l'incertitude se mêlait à la gratitude dans ses yeux. Je ne tourne pas de triomphe. Je ne souris pas. Au lieu de cela, je lui offre la même reconnaissance silencieuse qu'elle a gagnée. Félicitations, dis-je simplement. Elle hésite, puis s'approche. Merci, murmure-t-elle. Pour tout, je fais pencher ma tête. Vous l'avez mérité. Elle expire, une respiration chargée de mois de stress. J'ai encore du travail à faire. Alors, nous tous, réponds-je. Mais aujourd'hui, ce sont des progrès. Elle hoche la tête, le soulagement adoucissant ses traits. Je remarque que ses épaules se détendent pour la première fois depuis ce discours fatidique. C'est une petite victoire, mais significative. Elle a récupéré son intégrité et repris le contrôle de son avenir dans les termes qu'elle a rejetés. Alors que nous passons mis à part pour laisser les cas suivants entrer, je réfléchis à la nature du pouvoir et des conséquences. Réa croyait que ses paroles pouvaient me faire du mal, mais elle a sous-estimé la force plus profonde de la responsabilité et la précision d'un contrat bien conçu. Elle a construit sa scène sur de l'argent emprunté et j'ai simplement allumé les lumières. Ensuite, j'ai attendu patiemment jusqu'à ce qu'elle brille plus brillante en résolvant ses dettes. De retour à la maison, je connecterai la décision d'aujourd'hui dans le grand livre et noterai le nouveau taux d'intérêt et le nouveau calendrier. Je peux lire les soldes finaux, je ferme le dossier et je rentrerai chez moi dans ma fidèle Corolla. À l'intérieur, Mera préparera le dîner et notre maison se sentira toujours aussi stable. Réa reconstruirait à sa vie, un paiement à la fois, plus fort et plus sage pour avoir fait face aux conséquences. Et je continuerai d'honorer le pouvoir silencieux qui ne réside pas dans des déclarations bruyantes, mais dans la force silencieuse des contrats, maintenus et promesses tenues. Preuve que le stylo est en effet plus puissant que la langue.